Bienvenue sur French Talks, le podcast où je discute avec des créateurs et des personnes inspirantes autour de l'apprentissage du français. Dans cet épisode, tu vas écouter une conversation entre l'acteur de théâtre Florian Guérin et moi-même. Florian Guérin est comédien, auteur, humoriste et acteur de théâtre. Et dans cette discussion, on parle de son parcours, de la scène, de la confiance, mais aussi de diction, de prononciation et de ce que le théâtre peut nous apprendre sur la prise de parole en français. Et comme toujours, tu peux télécharger la transcription complète dans la description pour suivre plus facilement l'épisode. Je te souhaite un bon visionnage et je te retrouve à la fin de cette conversation. Bonjour Thomas. Voilà, bonjour Florian. Voilà. Bon, merci de m'accueillir. Ouais, ben écoute, Dans ce podcast. avec plaisir. Normalement, c'est moi qui démarre, mais là, c'est Ouais. toi qui as démarré. Voilà. Bon, c'est bien aussi. Bah oui. Bah oui, De toute façon, c'est ce qu'on fait en français. On dit salut, ça va. Exactement. Tu vas bien. exactement. Exactement. Bon, oui, donc je te disais, c'est un grand bonheur, un grand Ouais. plaisir pour moi de t'accueillir. Pour la petite anecdote, avec Flo, on se connaît depuis... Depuis longtemps. Je Depuis sais pas si on très peut longtemps. dire. On va pas dire pour pas choquer, Voilà. mais on est amis, Amis d'enfance. amis quoi. d'enfance. Ouais. Amis d'enfance, voilà, là, c'est presque la famille, quoi. Bah c'est ça. Hein. Donc voilà, c'est vrai que quand j'ai eu l'idée de démarrer cette série d'épisodes, j'ai pensé à toi en premier. Je me suis dit que ça serait génial de t'accueillir ici, de discuter de ton parcours, de tout ce que tu as pu faire avant, et puis aussi comment tu as fait pour arriver à ce super métier qui est comédien, qui est Oui. acteur de théâtre et stand-upper. Mais bon, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Et puis, on va parler aussi, évidemment, de quelque chose qui est très présent dans ton métier et qui va parler à tous les apprenants du français aussi, la diction et la prononciation. Bien Hein. sûr. Bien sûr. Voilà, très bien. Déjà. Déjà, c'est important de Oui. bien prononcer. Et effectivement, oui. Moi, je suis très content en plus de pouvoir partager mon expérience. Ouais. Mon humble expérience en tout cas, mais avec le métier que j'ai la chance de faire, qui est une passion aussi, où c'est vrai que le langage est très important, la maîtrise du français est très importante, la maîtrise de la langue. Je vais te poser la question dans un podcast assez classique. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, alors Florian, 40 ans, voilà, c'est pas obligé, mais Ouais. oui, voilà, je suis originaire de la Haute-Savoie, donc des Alpes, et je vis à Paris depuis plusieurs années maintenant, en tant que comédien de théâtre. J'ai plusieurs casquettes, auteur aussi de théâtre, et maintenant de stand-up, humour, spectacle d'humour, one-man show. Mhm. J'ai mon one-man show également, qui s'appelle Perdant Magnifique. Et voilà, je fais plein de projets artistiques. J'essaye de vivre ma vie d'artiste à Paris du mieux que je peux. Je prends un tout petit peu de ton temps sur cet épisode pour te parler des cours collectifs de conversation d'apprendre le French. L'objectif est simple, t'aider à parler français régulièrement, dans un cadre structuré, mais surtout bienveillant. Les séances sont animées par des professeurs de l'équipe Apprendre le French et durent 1 heure en petits groupes pour que tu puisses vraiment prendre la parole. Ici, pas de théorie, on pratique. Tu échanges, tu réagis, tu participes à des discussions. Tout est fait pour que tu utilises le français activement. Tu peux faire des erreurs, chercher tes mots, prendre ton temps. C'est normal et c'est d'ailleurs comme ça que tu progresses. Si tu veux vraiment passer à l'action et parler français, tu peux choisir ton créneau et réserver ta place. Le lien est dans la description. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette démarche que tu as pu avoir entre j'aime le théâtre, c'est une passion, et je vais en faire mon métier. Parce que en faire son métier,
pour cette passion, en tout cas faire de sa passion un métier, c'est pas si courant que ça, finalement. Ouais, je crois que c'est plutôt venu d'abord d'aimer faire de la scène, en fait. Je crois que c'est avant tout, c'était ça, c'était de monter sur scène et de me dire, ah, j'adore faire ça. Voilà, j'ai l'impression que vraiment il y a quelque chose qui m'appelle dans ce domaine-là plus qu'ailleurs. Donc je crois que c'est parti de là, parce qu'à la base, j'avais pas forcément je pense pas que j'avais la passion du théâtre ou de tout ça. Et c'est après, au fur et à mesure, que je me suis dit, ah, j'adore être sur scène, j'adore ça, j'adore chanter, j'adore le moment comme ça d'être sur scène. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bah tiens, comment on devient comédien finalement? Bah, faire une école du théâtre. Donc faire une école de théâtre, ça veut dire aussi lire des pièces de théâtre, s'intéresser. On a fait du Molière, Shakespeare. Enfin, j'ai étudié plein de. Donc plutôt du classique. Ouais. Ouais. Plutôt du classique. Et du coup, j'ai étudié toutes sortes d'auteurs français, mais aussi anglais, tout ça, Shakespeare, Tchekhov. Enfin voilà, vraiment toute la base, on va dire, quand on veut faire du théâtre. Et c'est toute cette connaissance, toute cette culture. Et je crois que c'est venu à ce moment-là aussi, cette passion, on va dire. Et à partir du moment où j'ai décidé de venir à Paris, parce que voilà, il faut dire aussi que Paris, en France, ça reste quand même la capitale pour faire, si en tout cas on veut faire on peut faire des carrières de théâtre ailleurs, hein. Ouais. C'est possible, ou de cinéma, tout ça, mais ça reste quand même le point où il faut venir d'abord. Oui, c'est-à-dire que l'aspect culturel à Paris est tel que si on veut réussir, enfin si on veut essayer en tout cas de vivre de cette passion, voilà, c'est quand même l'endroit le plus, on va dire, le plus facile en tout cas. Enfin, facile est peut-être pas le bon mot parce que c'est très difficile, mais c'est là que c'est centralisé, quoi. Puis on baigne dans le milieu, c'est-à-dire on est vraiment, en plus quand on fait une école de théâtre, c'est souvent par là que les gens passent quand même, même si c'est pas obligatoire, il y a des autodidactes, mais il y a plein de bonnes écoles aussi pour apprendre, pour faire déjà un premier réseau. C'est-à-dire, c'est à la base les gens que je connaissais à l'école. J'ai fait mes premières pièces de théâtre à Paris avec eux. Donc ça, voilà, ça m'a permis de jouer directement. Et ça permet aussi d'avoir les bases. Alors, on parlait de diction, de choses comme ça dans l'apprentissage. On va en parler après, bien sûr. Ouais. Mais du coup, il y a voilà, l'apprentissage, en tout cas, du théâtre, je l'ai fait là à Paris, parce que pour moi, c'était là où il fallait aller pour faire ça, en tout cas, pour essayer de faire une carrière, en tout cas, là-dedans. De percer, on dit en français. Oui, voilà, il y a une histoire de percer. Ça veut dire réussir dans un domaine et réussir à en vivre, en fait. C'est ça. Après, je dirais que c'est même réussir à en vivre. On peut réussir à en vivre sans percer. Ouais. Tu vois, je trouve que la notion de percer, c'est vraiment, t'arrives et tu veux être connu, tu veux être célèbre, tu veux percer, c'est ça. Et donc voilà, j'ai commencé à faire des pièces de théâtre. J'ai écrit ma pièce de théâtre, Le Gâteau de Troie, qui s'est jouée. Et puis voilà, de fil en aiguille, qui est une expression, hein. Tout à fait, de fil en aiguille. Donc, petit à petit. Voilà, petit à petit. Au fur et à mesure. Voilà. Ça, c'est des expressions synonymes. Ouais. C'est ça qu'elle est belle, le fil en aiguille avec les. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est très imagé. Voilà, c'est très imagé. L'aiguille qui avance petit à petit. Ouais, de fil en aiguille. C'est vrai. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé du coup à faire du one-man show aussi. Voilà, depuis quelques années. Donc aujourd'hui, je suis très heureux dans ce que je fais. Et j'essaie de regarder le parcours avec du recul et me dire, voilà, j'arrive aujourd'hui quand même à faire ce que j'aime. Et tu dis de la passion au métier. Finalement, il n'y a qu'un pas, il faut garder la passion. Oui, métier. Alors non, mais bien évidemment, c'est un cuisinier français célèbre qui dit, alors je crois que c'est Jean-François Piège, qui a été un des jurés de Top Chef, qui est une émission culinaire française qui est très connue, qui disait la seule façon d'y arriver, c'est de travailler plus que les autres. Et pour travailler plus que les autres, il faut être passionné. Et il faut garder cette passion. Parce que la discipline et la motivation, même, au bout d'un moment, ne suffisent certainement plus. Mais la passion, elle, reste. Et c'est ça qui fait avancer aussi. Oui, c'est ça. Et moi, j'avais un professeur de théâtre qui, par rapport à ça, disait, mais c'est la persévérance, finalement.
qui va... Ouais. Parce qu'il y en a plein qui vont commencer par faire une école, qui vont machin, puis après, ok, maintenant, moi, je vais m'installer avec... voilà, je vais avoir un truc plus stable, peut-être, un métier plus stable, un truc. Ouais. Donc, tout d'un coup, Ah, ouais, bien sûr. ce qui était à la base une envie, une passion, on se dit, bon, en fait, ça demande peut-être trop de sacrifices et trop de... voilà, ça prend du temps, finalement. Et pour percer, en tout cas, ou pour s'installer dans ce métier, sans dire de percer, mais en tout cas, d'en vivre correctement. Et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de tenter sa chance à Paris, j'ai vu une vidéo là, de Jim Carrey, Jim Carrey en anglais, qui expliquait en fait que son père aurait pu devenir comédien. Oui, tu l'as vu? Je l'ai vu aussi. Voilà, on a le même algorithme. Oui, certainement. Et il explique en fait qu'il a préféré choisir un métier stable, entre guillemets, puisqu'il est devenu comptable, je crois, et qu'au bout de 12 ans de ce métier-là, il s'est quand même fait licencier. Ouais. Et du coup, toute la famille est passée en mode survie, en mode on va essayer de survivre en fait à ce licenciement qui était dramatique pour leur famille. Et il explique en fait, Jim Carrey, que même dans la stabilité, on peut échouer. Donc autant tenter quelque chose qui plaît. Et c'est vrai, puis je l'ai vu il n'y a pas longtemps, cette vidéo. C'est vrai qu'en plus de faire un métier comme ça, un peu passion, où, finalement, on est sûr de rien. C'est vrai. En fait. Et c'est vrai que c'est vraiment un appel, c'est-à-dire de prendre le risque de dire je vais pas faire comme tout le monde, avoir un emploi stable, avoir ça. Ça fait peur. Bien sûr. En fait, je crois que le premier sentiment, c'est la peur, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et pas tout le monde est fait pour ça aussi, je pense. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais en revanche, avoir la chance. En toute façon, moi, je sais que mes parents, ils ont toujours eu un métier, on va dire. Je sais pas comment stable, classique, je sais pas comment ouvrier, on peut définir ça, salarié, on va dire. Salarié, voilà. Ouais. Et donc pas l'habitude de l'auto-entrepreneur, parce que finalement, être comédien et tout, c'est de l'auto-entreprise de soi-même. Bien sûr, tu entreprends, évidemment. Et je pense que du coup, leur expérience, en tout cas, de vie, je pense que du coup, ils me soutiennent dans ce que je fais. Ouais. Parce qu'ils se disent, OK, c'est ma voie, et c'est aussi une façon de faire qu'eux n'ont pas forcément fait, parce qu'ils n'ont pas forcément pu, parce qu'on n'aura pas... et puis, c'était pas le même... Oui, et puis ils n'avaient pas forcément une passion qui les animait comme ça, à tel point qu'il faut que j'en fasse mon métier, parce que c'est viscéral, parce que c'est vital. C'est ça. Et, mais en tout cas, j'ai la chance qui m'est soutenue, en tout cas, beaucoup. Et de prendre le risque, en fait, c'est à la fois, il y a un déséquilibre qui se crée, parce qu'on a envie des fois d'avoir le cadre et tout, de se dire, c'est bon, je sais que le mois prochain, ça va aller financièrement et tout. Donc, on est quand même tout le temps dans une espèce des fois, d'instabilité, de peur, de tout ça. Et puis, il y a des moments où hop, tout se déroule, et on se dit, on a bien fait, en fait, de prendre ce risque. Ouais. Bien sûr. Donc finalement, à être, c'est vrai, dans quelque chose de linéaire où on n'est pas forcément épanoui, en tout cas dans son travail et tout d'un coup ça s'arrête. Mais en tout cas, si c'est vrai que son père, à la base, avait envie d'être acteur et tout, qu'il n'a jamais suivi sa voie. Et voilà, en voyant son fils, il a dû se dire, bon... Mais peut-être qu'il lui a transmis ça aussi, finalement. Jim Carrey, il n'aurait peut-être pas eu la carrière qu'il a eue si son père ne l'avait pas. Bien sûr, il a certainement appris de ça pour se lancer à un moment peut-être où c'était pas si facile que ça, mais il y est allé, quoi. Il y est allé. Et tu vois, je fais un peu le parallèle avec l'apprentissage du français, où apprendre une autre langue, en tout cas parler dans une autre langue, c'est un saut dans le vide. Alors évidemment, c'est à moindre échelle que de changer de vie et de plus avoir de revenus parce que tu veux vivre de ta passion, en tout cas pour les premiers mois, par exemple. Oui. Mais on est quand même aussi, quand tu parles le français alors que tu n'es pas francophone, dans un saut dans le vide complet, tu te mets à nu en fait, et ça peut être très déstabilisant aussi, quoi. Ouais, j'ai cette image, en tout cas, c'est saute et le parachute apparaîtra. Oui. Voilà. C'est-à-dire fais des erreurs, va vers ton risque, et en tout cas commence par sauter, et le parachute apparaîtra. C'est-à-dire, tu verras, les choses, si tu vas vraiment vers quelque chose qui te plaît et que tu as envie, la vie va faire va te mettre un parachute et ça va aller. Tu y vas,
Et tu vois que finalement, à force, le parachute... s'ouvre et, voilà. et puis tu te rends compte petit à petit que c'est fait pour toi, Oui, voilà. ou pas d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, on peut aussi se rendre compte que c'est pas fait pour soi et c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de pas essayer, de pas tenter et d'avoir des regrets. En tout cas, de mon point de vue. Ouais, oui, bien sûr. C'est pas un endroit de facilité, Oui. devenir comédien. Oui, bien C'est sûr. vrai, parce qu'on est quand même dans un milieu où on a une concurrence qui est monumentale. Ah oui, oui. Et puis, monumentale. On a des castings qui sont quand même des moments qui peuvent être très durs à gérer émotionnellement. On n'est jamais sûr, en fait, parce qu'on est quand même, notre revenu, en tout cas notre succès et le fait de pouvoir en travailler est basé aussi beaucoup sur la subjectivité des gens, sur ce qu'ils ressentent quand tu joues, toi. Mais en fait, c'est ça, le paradoxe, c'est on veut être... à la base, on fait ce métier parce que je pense qu'on veut être aimé, mais on est toujours face à des gens qui nous montrent peut-être qu'on n'est pas assez bien, ou qu'on est... voilà. Donc je pense que c'est aussi, on fait ce métier aussi pour apprendre justement à s'aimer sans forcément avoir tout le temps besoin du regard des autres. C'est peut-être ça le but, en tout cas. Oui, c'est ça, ça demande beaucoup face au refus, face à tout ça. Donc, mais finalement, je dis quand c'est un appel qui est plus fort finalement que toi, bah, tu te dis ok, j'y vais, et t'apprends quand même avec l'expérience à gérer aussi les refus. Ouais. Mais tu vois, j'étais sur scène hier soir, et avant j'avais peur. J'avais peur encore. Ouais. Et il y a des moments où ça, puis il y a des moments où tout d'un coup, le doute est là. Et tu te dis, mais en fait, j'ai pas choisi le bon texte, j'ai pas choisi le bon truc. Et puis tu te mets à douter et tout. Et puis une fois que j'étais sur scène, à faire mon truc, j'ai dit, mais génial. Enfin, j'étais bien, en fait, tout d'un coup. Et en fait, la vérité, c'est ces moments-là. C'est que tu as des moments de doute et tout. Mais une fois que tu es sur scène et que bon, ça se passe bien, mais tu dis, ok, comme tu dis, toi, quand tu fais, là, tu fais le podcast ou tu fais les choses que tu fais, je suis à ma place et tout va bien. Mais on a toujours ce moment de doute, quoi. Ça fait partie aussi de l'être humain. C'est ce qui donne aussi peut-être l'envie d'y aller. S'il n'y a plus de doute, s'il n'y a plus de... Ouais, bien sûr. En fait, faut apprivoiser sa peur, quoi. Et justement, l'aspect casting, l'aspect refus, alors comme tu disais, on apprend de ça. Mais tu vois, moi je fais le parallèle aussi avec l'apprentissage du français, encore une fois. C'est un peu comme si que tu essayais de parler une langue étrangère, et puis qu'on te disait non, parle pas avec moi, t'es pas assez bon. Donc au niveau confiance en soi, ça peut te rabaisser, alors que de la confiance en soi, il en faut pour y arriver. Bien sûr, c'est très paradoxal en fait, comme épreuve à vivre un peu. En fait, c'est un peu un pacte avec toi-même, c'est-à-dire que tu as un casting, tu le prépares, donc du mieux que tu peux. Voilà. Si tu l'as pas préparé et que tu l'as pas, bah, tu peux te dire, ok, j'aurais peut-être dû mieux le préparer. Par contre, si tu l'as bien préparé et que tu l'as pas, tu te dis, ok, c'est que je correspondais pas au rôle. Parce que je pense que 90% des fois, si tu as bien préparé ton truc, si tu l'as pas, c'est vraiment qu'une question de ça correspond pas par rapport à l'autre personnage. Donc, moi, j'apprends aussi à me dire, ok, quand je l'ai pas, moi, je fais beaucoup plus de casting pub ou voilà, des choses comme ça. Publicité. Publicité, Et maintenant, je le fais et j'ai vraiment ce truc de, ok, ça marche, c'est bien. Ça marche pas, c'est que c'était pas... C'est que c'était pas pour moi, et puis je vais pas non plus me mettre la rate au courbouillon. Ah oui, la rate au courbouillon, très bonne expression française. Je le mettrai dans la transcription de l'épisode avec une explication. C'est vrai que les expressions, je pense que c'est un bon truc pour apprendre le français. Et puis alors il y en a tellement. Et par rapport à ce que tu disais, justement, d'apprendre le français et qu'on te dise... Il y a rien de tel pour te mettre une confiance... pour te rabaisser que de te dire non, tu parles pas assez bien, parle pas avec moi. Je pense que c'est pareil pour le français, il faut se lancer et puis se dire que de toute façon rien n'est parfait. Et c'est aussi dans le milieu artistique, c'est-à-dire quand on va faire quelque chose, des fois on le fait pas parce que on veut que ce soit parfait. Mais rien n'a été fait qui était déjà parfait. Après, en français, quand tu apprends une langue, quand tu parles une langue, tu sais quand c'est bon ou pas. Tu vois, c'est cadré.
En France, tu as l'Académie française qui dit ces mots-là, ils existent, ces mots-là, ils n'existent pas. Telle tournure est correcte, telle tournure ne l'est pas. Alors évidemment, une langue, c'est vivant, c'est-à-dire que ça évolue. Donc quelque chose qui n'est pas vrai aujourd'hui, ça va peut-être devenir vrai dans 10 ans. Mais tu as quand même un guide, un référentiel. Toi, non. Quand tu passes un casting, tu as beau être bon, tu as beau faire les choses parfaitement. Si la personne, tu ne plais pas, ou en tout cas si tu ne corresponds pas au rôle, même si tu l'as fait, bah, ça te passe sous le nez. Oui, c'est ça. Mais oui, exactement. C'est que ça. Il y a un moment aussi, c'est ça qu'on apprend, c'est que ça dépend plus de toi. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, saute et le parachute s'ouvrira. C'est-à-dire que c'est un peu ta mentalité aussi. Quand tu te fais refuser à un rôle, et d'ailleurs, je pense que dans une carrière de comédien, il y a plus de refus que d'acceptation. Oui, c'est sûr, en fait, c'est pas pour moi. C'est juste que ce rôle-là, il n'est pas fait pour moi et j'avance. Mais tu vas avoir 5 refus, puis ça se trouve le 6e c'est bon, et tu vas oublier les 5 autres. Bien sûr. Parce que tu te dis de toute façon c'était qu'une étape pour aller là. Mais ça, tu vois, ça m'a demandé du temps avant ça m'a demandé des refus. Ouais. Tu as un besoin de créer aussi. Oui, c'est ça. Et que peut-être que quand tu joues dans une pièce, par exemple, cette création, elle est guidée par d'autres personnes. Ouais. Cette création, et toi, tu as besoin aussi à côté de créer pour toi, créer quelque chose à toi, sans être forcément guidé par un metteur en scène ou par d'autres comédiens. Oui, voilà, c'est faire ses propres recettes, sa propre cuisine, et puis des fois, aller manger chez quelqu'un d'autre. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Oui, c'est comme un chef cuisinier qui se permet d'aller manger au restaurant. Voilà, c'est... sympa d'avoir sa cuisine, mais c'est sympa aussi des fois de se faire servir. Oui, je pense que c'est un peu le guide et le fil conducteur. C'est une carrière aussi, la création. Et la pratique. Et je crois que c'est pareil finalement, ça rejoint le français. Oui, bien sûr. Ah bah, clairement, ça fait partie d'une évolution, parce que même si tu es dans un métier de création, tu as quand même une notion de progression qui est très importante aussi pour toi dans ton jeu. C'est ça, c'est se perfectionner en tout cas, et c'est pareil, ça prend du temps, et c'est l'expérience et la pratique qui fait que voilà, il faut 10 000 heures de pratique pour devenir expert. Oui, c'est ça, c'est un peu la théorie de 10 000 heures d'un instrument piano, pour le maîtriser, par exemple. Voilà, pour le maîtriser. À partir de 10 000 heures, on devient un peu expert dans ce domaine. Et 10 000 heures, c'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est long. Pas mal. Faut pas mal. Un peu rouler sa bosse. Nous, je pense qu'on a 10 000 heures de français. Oui, on les a très largement. Exactement. Mais je pense je pense que pour les personnes qui parlent pas français à la base, il y a peut-être une peur, non? Enfin, il y a peut-être une appréhension de la langue. Bien sûr. Bien sûr. Dire, oh là là, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est pareil, c'est une montagne énorme à monter avant d'arriver à une fluidité, on va dire, ou en tout cas un niveau expert ou très avancé d'une langue. Bon, il faut absolument passer par des étapes et séparer cette montagne en petites collines. Un peu la notion de l'escalier, en fait, ce qui est souvent le cas quand même dans un apprentissage quel qu'il soit. Mais comment toi, justement, quand tu prépares un rôle, comme là, tu vas pouvoir en préparer un dans la nouvelle pièce dans laquelle tu vas jouer, ou dans la pièce dans laquelle tu es en train de jouer, ça dépend à quel moment c'est l'épisode, parce que ça va arriver très rapidement, donc tout va bien se passer à Paris. Ce sera la Grande Comédie. À la Grande Comédie. Comment tu te prépares pour ce rôle-là, notamment au niveau de la prononciation et de la diction, quand tu reçois justement toutes les lignes que tu vas devoir apprendre et dire? C'est vraiment, il y a l'étape du coup apprentissage, tout ça, où je fais pas forcément attention à la diction. Mais par exemple, j'ai déjà dû passer le casting. Et là, en casting, c'est-à-dire qu'on était sur scène, la salle était quand même assez grande. Le metteur en scène est là, tout ça. Il y avait même les autres comédiens qui jouaient déjà. Il y a une équipe en face de toi. À un moment, moi, j'arrive, et puis c'est vrai que dans la vie, on parle d'une certaine manière. Donc moi, j'arrive sur scène, je parle d'une certaine manière et tout. Il me dit plus fort et plus. Faut y aller plus, quoi. Donc là, pour y aller plus, il faut avoir de la technique vocale et de la technique de diction, parce que voilà, si je vous parle comme ça, ou si je vous parle comme ça, tout d'un coup, il faut élargir, en fait. On appelle ça élargir. Et là, il faut avoir quand même de la pratique et de l'expérience pour pas savonner, ou on appelle ça savonner. De pas savonner, c'est-à-dire de pas hésiter, de pas bafouiller, de pas bafouiller, de manger les mots, par exemple. Voilà. Et moi, je sais que ça m'arrive.
Et c'est marrant, je me connais un peu mieux maintenant là-dessus. Bien sûr. Et je sais que ça m'arrive parce que quand ça m'arrive, c'est qu'avant, j'ai pas forcément fait le petit travail de diction ou le petit exercice avant qui va me permettre de ne pas le faire. Donc c'est des petits exercices de diction. C'est par exemple, je veux et j'exige d'exquises excuses. Ouais. Moi, j'aime bien celui-là parce que je trouve qu'il. Puis en plus, il met dans une certaine une intention. Voilà, je veux et j'exige d'exquises excuses. Ouais. Donc ça, c'est une phrase que tu peux te répéter avant justement, qui va te faire travailler un peu la diction, donc les muscles en fait de la mâchoire et de la bouche. Ouais. Pour t'échauffer un peu, en fait. Oui, c'est ça, pour échauffer. Après, il y a l'exercice du stylo aussi, c'est-à-dire de mettre un stylo là, et du coup, ça permet vraiment, pour les personnes qui ont des difficultés à articuler, de détendre tout ça. Donc, je veux et j'exige d'exquises excuses. Et ce qui est important aussi, c'est de taper les consonnes, on dit. D'accord, taper les consonnes. Alors, écoutez bien, ceux qui, justement, les personnes qui sont en train de nous écouter, c'est vraiment des conseils en or de prononciation et de diction, notamment pour la langue française, qui est une langue assez compliquée à prononcer. Vas-y, continue avec ta méthode. Par exemple, si je vais vous parler comme ça, ou si je vous parle comme ça, et que je tape les consonnes, tout d'un coup, le message est plus clair. Tu vois, voilà. Donc, c'est ça le petit exemple. Il y a aussi les longues ou les courtes en théâtre. C'est-à-dire, je vais vous dire, par exemple, je veux que le message soit plus clair ou je veux que le message soit plus clair. Oui, donc d'allonger ou de raccourcir certaines voyelles, c'est ça ? C'est plus clair, c'est plus... ou la consonne... voilà, il y a plein de choses comme ça qui font qu'on peut des fois allonger certains mots, allonger... Et ça donne aussi la musicalité à la langue. Bien sûr. Mais en tout cas, je pense que voilà, rien que le fait d'essayer de taper un petit peu les consonnes va faire que le message sera plus clair et plus compréhensible. Ouais, et puis on n'a pas d'accent où il faut insister en français. Tu vois, sur les mots, on n'a pas d'accent. Contrairement, par exemple, à l'espagnol ou à l'anglais, où là, vraiment, tu as un accent à mettre sur une syllabe précisément sur chaque mot. On n'a pas ça. Donc, c'est à nous aussi, quand tu parles de gérer cette musicalité, en fait, et de mettre les accents un peu en fonction du message que tu veux faire passer. Mais je pense qu'en plus, c'est difficile aussi pour les Français. Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas... que ça puisse rassurer aussi, enfin c'est difficile, pas dire que c'est difficile, mais en tout cas c'est un exercice aussi que chacun on doit faire si on doit prendre par exemple la parole en public ou si on doit tout d'un coup on sent qu'on, parce que c'est pas grave de savonner en fait, c'est bien sûr. Voilà, donc si jamais il y en a qui veulent taper les consonnes, n'hésitez pas, on tape les consonnes. Bon, merci Flo en tout cas pour tous ces conseils. Tu nous as ramené un livre à nous présenter. Voilà, j'ai ramené Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ouais, d'Antoine de Saint-Exupéry. Bon, c'est un grand classique. On m'en parle souvent sur ma chaîne YouTube dans les commentaires. Voilà. Présente-nous ce livre. Ah voilà. Eh ben, c'est un livre magnifique qui raconte l'histoire d'un homme qui se crache dans le désert et qui rencontre un petit être. Voilà, et ils vont faire un voyage ensemble. Et puis c'est un beau message aussi. Voilà, c'est surtout un beau ce livre. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un grand classique. C'est un grand classique, C'est un grand classique. Ça ramène à l'enfance, ça ramène à la beauté. On ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà. Exactement. Et c'est vrai que c'est pas un livre si facile que ça à lire. Moi, je le recommande quand j'en parle un peu à partir du niveau B1, parce qu'il y a beaucoup de phrases en contexte, beaucoup d'implicites. Le vocabulaire n'est pas très compliqué, mais il faut avoir le contexte. En tout cas, merci Flo pour ce livre. Et puis, je te remercie beaucoup d'être venu sur ce podcast. C'était un épisode vraiment très intéressant. Je suis ravi en tout cas de t'avoir accueilli. Et puis donc, du coup, on te retrouve dans mon spectacle, mon one-man show, du coup, Perdant Magnifique. Et puis sur les réseaux, c'est Florian Guérin, _. Florian Guérin, peut-être ce sera marqué sur le... Et au théâtre, donc tout va bien se passer prochainement. Ça marche. Voilà. Merci Flo. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de French Talks avec Florian Guérin. J'espère
que cette conversation t'a plu et surtout qu'elle t'a donné envie de continuer à pratiquer ton français, à travailler ta prononciation, mais aussi à oser parler, même quand ce n'est pas parfait. Comme tu l'as entendu, parler, monter sur scène, apprendre une langue, tout ça demande de la confiance, de la pratique et un peu de courage. Si cet épisode t'a aidé ou inspiré, tu peux t'abonner à la chaîne, laisser un commentaire ou partager la vidéo et cet épisode avec quelqu'un qui apprend le français. Encore merci pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de French Talks. À très vite. Bye bye.